je vais commencer. Donc, vous êtes avec nous ce midi là, pour un midi inspirant EdTech. Bienvenue. Si vous ne connaissez pas beaucoup l'association EdTech encore, je peux vous dire que c'est une association qui rassemble des organisations, des entreprises au Québec qui travaillent en technologie pour l'éducation. Donc, on a un peu plus de 100 membres maintenant. Puis, on organise comme ça des conférences gratuites pour le milieu de l'éducation sur des sujets chauds et inspirants. Donc, voilà, merci d'être avec nous. Je vais vous présenter nos experts invités de ce midi, sans plus tarder. Donc, on a avec nous Félix Morin, qui est cofondateur et président chez Succès scolaire, une super belle organisation qui a aidé, là, selon nos recherches, près de ou plus de 60 000 familles là, dans les dernières années. Donc, voilà, un expert en tutorat, le sujet dont on parle aujourd'hui. Et puis, on a aussi avec nous Marie-Claude Girard, qui est directrice générale du Collège Ville-Marie à Montréal, une école secondaire, je dirais, assez de son temps, avec plein de belles initiatives là, pour réussir à aider leurs élèves à atteindre leur plein potentiel. Donc, on va jaser aujourd'hui avec eux de tutorat. Ça risque d'être une très belle discussion. Puis, je vais les laisser sans plus attendre commencer. Donc, voilà, la parole est à vous. Merci, Mélina, pour la présentation. Merci à EdTech aussi pour cette tribune parce qu'effectivement, c'est d'actualité. Je pense que depuis la pandémie, ça n'a jamais été aussi d'actualité. Hein. Le tutorat, ça fait longtemps que ça existe dans la société, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, mais évidemment, on dirait que c'est de plus en plus sur les lèvres de tous et avec raison parce que vous allez le voir, les besoins sont criants. Aujourd'hui, je remercie Marie-Claude de se joindre à moi pour discuter de ça. L'objectif qu'on avait en co-animant ce Midi inspirant, c'était vraiment de pouvoir couvrir le tutorat sous tous ses angles, de discuter aussi de la perception du milieu scolaire, de la perception familiale, de la perception sociétale. Donc, c'est vraiment ce dont on va discuter aujourd'hui. En fait, si on regarde un petit peu, excusez, je veux juste y aller avec, voilà, le déroulement de la journée. On va commencer par justement dresser un portrait un petit peu du contexte et des besoins des élèves depuis la pandémie surtout. On a bien hâte de ne plus mentionner ce mot, mais en ce moment, bien évidemment, ça a un impact autant sur l'organisation de l'offre de services, autant sur les besoins des élèves. On va parler aussi beaucoup de la solution gagnante, la recette pour un service d'impact, parce que, bien évidemment, le tutorat, ça peut être une multitude de choses, ça répond à autant de services qu'il y a d'élèves, autant de besoins qu'il y a d'élèves, mais il y a des recettes gagnantes, donc on va essayer de vous donner quelques conseils à ce niveau-là et vous faire part aussi d'expérience de ce qui fonctionne à ce niveau-là. Et pour terminer, bien évidemment, démocratiser le tutorat, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, c'est qu'évidemment, chaque élève qui a un besoin puisse avoir toutes les ressources nécessaires, peu importe son milieu, peu importe sa situation. Donc, on va survoler quelques modèles qui existent dans le monde, ainsi que le modèle québécois actuel, ainsi que nos vœux, peut-être pieux, mais nos vœux, du moins, pour pouvoir améliorer la situation des élèves québécois actuellement. Marie-Claude, ça fait le tour de ce dont on va discuter. Une bonne discussion. Merci. Oui, il y a beaucoup de choses à couvrir. Hein? Donc, inquiétez-vous pas, là, on va commencer avec une mise en contexte qui est un petit peu statistique, mais on ne va pas vous assommer tout le long du midi inspirant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, selon les données du ministère, on parle à peu près d'un taux de réussite actuel de 72,7 %. Ça veut dire qu'il y a quand même toujours beaucoup de décrochage au niveau secondaire. Rappelez-vous, depuis 15 ans, on parle d'atteindre un taux de réussite qui est à 75 et plus. Ces formules de calcul-là ont changé beaucoup avec le temps. Bon, il y a eu une petite anomalie pour celles qui ont suivi l'actualité dernièrement par rapport aux examens ministériels là, de l'année dernière, qui a fait augmenter à 77 %. Mais si vous lisez l'article qui a été mis en référence, bien, vous verrez qu'effectivement, ça risque de ne pas être très, très représentatif de la situation des élèves. Je ne sais pas de ton côté, Marie-Claude, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler justement de ce qui s'est passé dans les écoles depuis peut-être la dernière année au niveau des évaluations ministérielles?
oui, ça, c'est d'autres choses. Ben, tout le monde n'est pas sans savoir que, bon, notre régime pédagogique a été modifié, puis évidemment, on était seulement au savoir essentiel, que les épreuves uniques ont été réajustées pour répondre. Mais évidemment, après 2 ans de pandémie, nos élèves se sont retrouvés en 4e, 5e secondaire. Il y avait beaucoup de démotivation, ne voyaient pas l'importance non plus après 2 ans de ces épreuves uniques-là. Il y a eu toutes sortes de réactions, puis je ne peux pas ne pas parler de la santé mentale de nos jeunes et des familles autour, parce que quand même important, fait que la motivation n'y était pas. Et ça, effectivement, j'ai un emploi au niveau d'un collège privé, mais je mets un chapeau d'une directrice au Québec quand je vous parle aujourd'hui. C'est important. J'ai travaillé longtemps au public. Fait que pour moi, ça ne change rien. Mes propos représentent l'ensemble du Québec quand je vous nomme ça. Beaucoup de collègues encore et d'amis qui sont au public. Donc, je connais l'ampleur du désastre de nos examens du ministère. Puis là, Félix, je vais t'amener, tu comprendras qu'il y a une pénurie, puis on a eu la COVID, puis nos enseignants étaient peut-être là, mais peut-être aussi qui ont été là aléatoirement au gré de l'année. Fait que on le voit que ça a eu un impact sur nos résultats. Au niveau de mon collège, moi, je représente bien une école publique. Je ne fais pas de sélection sur les résultats scolaires au niveau du privé. C'est le bon élève dans le bon programme. J'ai des élèves qui viennent en soutien pédagogique dans mon collège, dans un programme spécial. Fait que quand ma population étudiante représente bien les taux que tu nommes ici. Puis, malgré le fait qu'on est innovant, qu'on est toujours très, très proche de nos élèves, puis avec 1000 solutions, il reste que nos résultats ont aussi subi une baisse importante l'année passée. Oui, puis tu en parlais, la santé mentale, c'est pas juste chez nos familles, chez nos élèves, c'est aussi évidemment dans nos équipes écoles. Donc, ça a un impact partout. De manière plus globale, bien évidemment, on parle de 22 d'élèves HDAA déclarés au Québec. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, ça, qui ont des difficultés d'apprentissage de toutes sortes. Évidemment, ce ne sont pas seulement ces élèves-là qui ont des besoins, qui vont vouloir aussi avoir un accompagnement personnalisé ou du moins en classe. Et je veux bien être clair aujourd'hui. En fait, je ne prêche pas pour la paroisse du tutorat, quoi qu'on en parle évidemment positivement. Ça reste que c'est la raison d'être de mon entreprise, mais tout ceci pour ne pas minimiser tout ce qui est mis en place dans les milieux, parce qu'effectivement, il y en a énormément de ressources qui sont là, mais malheureusement, les besoins sont plus grands que les ressources disponibles. Donc, c'est les raisons pour lesquelles plusieurs familles vont avoir recours au service de tutorat. Si je continue un petit peu… Félix, je vais t'interrompre. On a les HDA, mais il ne faudrait pas oublier nos élèves à risque aussi. Puis à risque de quoi? Bien, de n'importe quoi. Donc, une famille qui se sépare, bien, ça a un impact sur le jeune. Même si le jeune va très bien, il n'y a pas de problème de santé, je pense qu'on est là. Puis, je pense que dans tous les milieux au Québec aussi, on a eu, par la santé mentale, même au niveau des infections, là, on a eu plus d'hospitalisation que moins dans les dernières années. Ça aussi, ça a eu un impact. Le tutorat était d'autant plus important pour la réussite de nos jeunes. Puis là, on va pouvoir s'en parler un peu plus tantôt, mais je ne veux pas qu'on oublie l'aspect élève à risque. Non, tu as raison. Puis je pense que justement, on va couvrir un peu l'ensemble des cas de figure qui peuvent avoir accès ou qui peuvent demander l'accès à des services de tutorat plus tard. Pour répondre justement à l'ampleur de ces besoins-là, bien, je vous parlais de ce qui existe dans les milieux. On parle quand même de près de 3000 professionnels en professionnels dans les milieux scolaires qui sont là justement pour supporter les équipes enseignantes. Si on fait une simple opération mathématique, ça nous donne moins de 30 minutes par semaine par élève et je parle uniquement justement des élèves EHDA. Donc, encore une fois, comme Marie-Claude le disait, les situations de recours à des services externes de tutorat sont multiples parce que, bien, comme on peut le voir simplement avec cette opération mathématique-là, c'est très, très difficile pour tous les élèves de pouvoir avoir accès aux services quand ils en ont besoin. Évidemment, jusqu'à maintenant, je sais qu'on vous apprend probablement pas grand-chose parce que vous êtes dans ces milieux-là, mais c'est important de le contextualiser. C'est pourquoi, en fait, on voulait mettre en lumière ces statistiques-là pour commencer.
on en a parlé, les équipes, hein? Vous le vivez probablement dans vos milieux, ceux qui sont en milieu scolaire. La pénurie de main-d'œuvre est partout, vous le savez évidemment. Ça crée énormément de fragilité pour l'élève. Il y a des pertes d'informations qui sont importantes et on sait très bien que chaque situation est particulière. Elle est unique, encore une fois, à l'individu, à l'enseignant. Et à ce moment-là, il y a quand même cet effet-là qui peut être anxiogène chez les élèves, dont on parlait avec la fragilité au niveau de la santé mentale plus tôt. C'est certain que ça a un impact, ça aussi, chez les élèves. Bon, évidemment, problème d'attachement, c'est pas tous les élèves qui vont le vivre de la même manière, mais effectivement, il y a des élèves qui sont à risque dans vos classes et c'est toujours quelque chose à considérer. Et c'est pourquoi, en fait, souvent, le tuteur ou le parent qui est très investi pourra avoir un rôle à jouer dans le continuum d'information. Je ne sais pas, Marie-Claude, de ton côté, si tu peux peut-être, je sais qu'on va en reparler un peu plus tard, mais ça serait quand même important de plonger dans le vif du sujet, parler peut-être d'un enseignant qui aurait pu compter sur l'engagement d'un parent dans le transfert d'informations vers un suppléant ou avec un tuteur et l'impact que ça a pu avoir, disons, dans la progression de l'élève en classe. Bien, je vais vous parler, tout le monde a eu un enseignant dans une école ou dans notre milieu, peu importe, qui a été très fragile durant les dernières années. Nous, ça nous a permis d'avoir un tuteur qui est venu même en classe parce qu'il était au courant au niveau, c'est en mathématiques, là, ça va vous donner plus d'informations. Ce tuteur-là qui suivait plusieurs élèves dans ce groupe-là, est même venu faire on a interpellé ce tuteur-là pendant la pandémie parce que notre enseignant était difficile pour venir pas remplacer, mais offrir un service supplémentaire à tous les élèves qui a été offert par le collège parce qu'il y avait une fragilité dans la suite des apprentissages. Puis pour garder un contrôle sur tout ce qui devait être vu, c'est par le tuteur qu'on a réussi à venir rassurer les gens puis à offrir un service qui était très encadré au niveau de ce groupe-là. C'était en plus un groupe de 4e secondaire. Donc, d'où l'importance, l'épreuve unique à la fin, cégep, bon, vous savez pourquoi. Puis, ce tuteur-là, puis là, on va en parler plus tard, mais on va vous expliquer aussi à quoi on a donné accès au tuteur au début quand il faisait juste suivre les élèves, puis pourquoi il a été capable de rentrer dans la classe à un moment donné, puis offrir de l'aide si facilement. C'est la collaboration qu'il y a eu avec cet enseignant-là de ce tuteur-là de succès scolaire qui a fait la grosse différence puis qui n'a pas créé d'anxiété chez nos jeunes, pour le groupe au complet, finalement. Merci pour l'exemple. Il y a, comme tu l'as mentionné, Marie-Claude, énormément de modifications qui ont eu lieu dans les dernières années. On parlait des savoirs essentiels, on parle aussi de la suspension des évaluations ministérielles. Puis, évidemment, ça, c'est les gros marqueurs, les différenciateurs là, à des moments clés dans la scolarité des élèves. Mais il y a aussi tout ce qui est vécu dans les milieux avec aussi la modification des modes d'évaluation en classe, sans parler exclusivement des évaluations ministérielles. Mais on s'entend que c'est toutes ces irrégularités-là. Le calendrier scolaire est habituellement un fleuve tranquille. Je ne dis pas que c'est tranquille dans vos milieux, mais que le calendrier, du moins, on peut s'y habituer à savoir à quoi s'attendre, bien se préparer. Donc, évidemment, tous ces chambardements-là dans les 2-3 dernières années ont vraiment créé des incertitudes et des problèmes de compréhension aussi chez les élèves par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Et sans parler des parents qui devaient suivre tous ces changements-là. Donc, ça a été un contexte assez, en fait, qui a été difficile pour les élèves. Donc, encore une fois, quelque chose qui a exacerbé les besoins des élèves qui étaient déjà à risque parfois. Félix, je vais t'intercepter. Il y a eu dans nos écoles aussi, avec toutes les maladies, on a eu beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas nécessairement formés dans la matière, qui n'étaient pas nécessairement formés tout court, malheureusement, qui ont fait de leur mieux, puis c'était de façon avec un cœur en or, mais ça aussi, ça a créé un impact chez nos jeunes, mais chez notre personnel. L'instabilité puis les besoins étaient vraiment un petit peu partout, là.
Puis vous l'aurez compris, les besoins, bon, évidemment, sont partout et même bien avant la pandémie. Puis on n'est pas en train de dire c'est une catastrophe totale. L'idée, c'est vraiment juste de dresser un portrait global de tous les points de friction qui sont à considérer dans le parcours scolaire de l'élève et toutes les sources potentielles de difficultés que l'élève va rencontrer. Donc, pour évidemment mettre la table à un encadrement optimal, que ce soit encore une fois avec les services qui existent déjà au sein des établissements ou dans le système ou avec l'aide d'un tuteur à l'externe. Marie-Claude, tu parlais tout à l'heure, ben, c'est ça justement, des différentes situations qui se sont multipliées avec, dans le fond, les retraits de classe. Bon, évidemment, les confinements, oui, mais il y a eu énormément, je pense encore à cette semaine, où on a plus de 150 000 jeunes qui ont été absents du réseau scolaire. C'est près de 10 de tous les élèves du Québec qui ont manqué une journée d'école. C'est énorme. Et ça, bien évidemment, ça a un impact sur les apprentissages de l'élève et sur l'organisation scolaire aussi beaucoup. Je ne sais pas, tu parlais, Marie-Claude, des élèves aussi qui sont hospitalisés pour une plus longue période. Bien, on a du court terme, on a du long terme. Nos hôpitaux offrent pour la majorité un service quand même de tutorat à l'interne là, au niveau avec les commissions scolaires, mais évidemment, c'est les matières de base, très, très de base. Puis on collabore, toutes les écoles collaborent avec avec les hôpitaux, dans le fond, pour nos longues hospitalisations. Mais tu sais, si tu es hospitalisé 6 semaines ou tu es hospitalisé 4 fois 2 semaines, le 2 semaines, l'élève n'a pas de service, tandis que le 6 semaines, il va en avoir. Ça a un impact important. Puis là, je reviens encore avec ce qui s'est passé, malheureusement. Bien, on a eu plus d'hospitalisations. Fait que c'est là où le tutorat, il est important pour venir rassurer, je vous dirais, autant l'élève que le parent. Puis la relation un à un a un gros impact à ce moment-là. Je vais continuer à l'autre, les besoins particuliers en classe régulière. Puis là, qu'est-ce qu'une classe régulière? Ça sera l'autre sujet. Pardon, Marie-Claude. Oui. On a une question dans le chat. Puis aussi, j'invite tout le monde là, à poser vos questions là, dans le chat ou à lever la main là, si vous voulez partager avec nos invités. On a Jean-Guillaume Dumont qui demande comment faites-vous pour suivre l'évolution de la tendance à l'enseignement à la maison? Quelle est votre source de données? Est-ce uniquement pour le Québec? Ce sont des données, effectivement, qui sont relevées de l'AQED directement, l'Association québécoise de l'enseignement à domicile. Donc, on parle du membership. Donc, ce n'est pas une situation globale dans ce sens où ce n'est pas tous les parents éducateurs qui vont nécessairement adhérer à l'AQED, mais si on suit, dans le fond, le nombre d'adhésions de membership de cette association-là qui représente les parents éducateurs, on voit déjà cette tendance-là. Je vais poursuivre, Mélina. Au niveau, je vais poursuivre avec nos besoins là, de la multiplicité. Bien, il y a les hospitalisations. On a tous nos programmes au Québec. Nos élèves athlètes, c'est un bel exemple, qui ont souvent un 30 de coupé à quelque part dans l'horaire. Ça a un impact majeur au niveau de l'apprentissage. Bien, et ça peut être une façon. Le tutorat peut devenir un allié à ce moment-là. Pas toujours, mais c'est nécessaire. Où je suis située à Montréal, je suis au coin de 4 arrondissements où j'ai ce que vous avez à la télé québécoise. Bien, moi, aujourd'hui, on est en rencontre de parents. Là. Si vous venez, j'ai la série d'acteurs de tout votre quotidien à la télé qui vont être ici en tant que parents, mais j'ai les enfants de ces acteurs-là. Donc, j'ai des élèves acteurs beaucoup qui ont des horaires qui suivent évidemment tous ces beaux films-là et ces romans-là à des heures assez incroyables où le tutorat est venu faire une différence incroyable, je vous dirais. Je vais même aller un peu plus loin. Bon, je comprends qu'on est quand même un secteur privilégié. Je suis en commission scolaire. J'ai des parents qui ont profité pour voyager des dernières années. On en a profité. On était à distance, donc ils en ont profité pour travailler d'ailleurs au Québec, parfois au chalet, mais parfois aussi à quelque part dans un autre pays où on a pu offrir quand même des mesures d'aide à l'élève, même s'il est à risque, en difficulté, en lien avec le tutorat puis le service qu'on va vous parler tout à l'heure. C'est sûr que ça prend une organisation incroyable, là, je ne vous le cache pas, puis une collaboration
école, parents, service, là, parce que il y a Succès scolaire de Félix, mais ça pourrait être un autre service, ça pourrait être un tutorat qui est privé. Donc, on peut aussi s'en parler, mais c'est vraiment les besoins là, se sont multipliés et ont pris des couleurs complètement différentes dans les dernières années. Puis avec la transformation du monde du travail actuel, je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça perdure d'une certaine façon. Le rapport avec la sédentarité est en train de changer. Bon, on verra où ça mènera, mais c'est certain que c'est quelque chose qui est un élément. C'est un indicateur de changement, en fait, au sein des pratiques, là. Puis les élèves qui vont s'absenter de plus en plus, tu as parlé de certains exemples, mais c'est sûr que ces élèves-là ne sont pas dans le 9 à 5 c'est pas du 9 à 5, là, mais dans l'horaire scolaire régulier, ce qui fait en sorte qu'il y a une adaptation nécessaire de la part, encore une fois, des équipes écoles. Donc, ça prend énormément de flexibilité, de réactivité pour être capable d'offrir le même service encadrement éducatif aux élèves qui progressent. Merci pour ces exemples-là. Évidemment, bon, les élèves qui font l'enseignement à la maison aussi, souvent, les apprenants, je devrais dire, souvent les parents éducateurs vont être très, très bons dans certains domaines, mais vont venir chercher de l'aide externe aussi pour les matières dans lesquelles ils ou elles se sentent moins habilités à aider leurs jeunes. Donc, c'est sûr que ça aussi, cet engouement-là, on le voit, crée une pression sur les demandes de tutorat. On parlait de partie de la solution. Écoutez, c'est sûr que la relation de confiance, le tutorat individuel, le 1 à 1, on le souhaiterait tous. Ce n'est pas toujours possible, évidemment. Puis dans un système, en fait, dans un système d'éducation, c'est impossible, évidemment. Par contre, ça porte fruit. Puis, je vous ai nommé certaines statistiques qui viennent de chez nous. Mais on a un bassin depuis 16 années à servir, là, dans le fond, des milliers d'élèves à chaque année. Donc, l'échantillonnage est quand même probant. Ce qu'on réalise, c'est que effectivement, l'élève qui vient chez nous ne va pas seulement améliorer son sort au niveau des résultats académiques, mais il y a vraiment un impact sur l'estime personnelle et la motivation. Ces deux facteurs-là sont des déterminants de la réussite scolaire. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui est intéressant de constater que le tuteur va souvent pouvoir donner le petit coup de pouce à l'élève pour regagner confiance en lui et ensuite voler de ses propres ailes avec toute l'aide et tous les programmes qui existent dans son milieu scolaire. Donc, ces résultats-là que je vous présente, donc on parle de 92% des élèves qui augmentent leurs résultats académiques, évidemment dans la matière dans laquelle le tuteur va intervenir, mais parfois même à l'extérieur de ça, parce que justement, on travaille sur la méthodologie, la confiance en soi, les stratégies d'études. Donc, c'est des choses qui vont avoir des répercussions plus larges que le simple tutorat dans une matière, notionnelle, disons. Quand je parle de motivation et d'estime personnelle, souvent, là, vous l'avez vu avec la multiplicité des situations des élèves, souvent, il y a, par exemple, une rupture parentale qui va déstabiliser énormément l'élève et cet élève-là, autrement, n'aurait pas de difficulté nécessairement, mais qui se retrouve avec une baisse de motivation fulgurante due à cet événement tout à fait externe à lui-même. Donc, à ce moment-là, le tuteur peut avoir cet impact-là d'agir un peu comme grand frère, grande sœur, une relation de confiance, quelqu'un qui va l'encourager à persévérer malgré les difficultés personnelles qu'il va vivre. Et ça, c'est quelque chose qui, dû à la nature de la relation une à une, et c'est non mesurable là, pour l'impact que ça a dans la vie de l'élève. Là, Félix, tu sais là, que toutes nous autres là, qui t'écoutons, là, on est jaloux parce que dans nos milieux, on n'est pas capable d'avoir cette relation-là à ce point-là, 1 pour 1. C'est le fun, là, tu sais, mais nous autres, c'est pas possible. Là. Fait que comment tu peux nous aider pour que ça aille encore mieux, dis-moi, là? Parce que je regarde ça, puis c'est bien trop magique, là, tu sais, on regarde ça, puis on se dit, OK, on les envoie tous en tutorat, là. Mais c'est pas le but. Puis comme je le disais, évidemment, moi, j'ai des statistiques qui viennent de l'utilisation des services, mais ce que les élèves font, en fait, et ce que les milieux, ce que les équipes écoles réussissent à faire aussi avec les élèves, hein, c'est le premier. C'est le premier et souvent le deuxième et le troisième niveau d'intervention. Donc, les résultats sont partout positifs. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner également. Moi, ce que je mentionne, c'est que la relation 1 à 1, effectivement, c'est un choix que le parent va faire. Trop souvent, encore aujourd'hui, c'est le parent qui doit faire ce choix-là, s'investir
décidé de débourser des frais, puis on y reviendra plus tard là, avec le contexte actuel et les programmes offerts, mais c'est là où cette magie-là opère. Je dirais qu'avec les différents programmes justement en place, il y a quand même la possibilité d'avoir accès à ces services-là en milieu scolaire. Et évidemment, c'est la responsabilité de l'établissement d'être capable de l'organiser avec les budgets qui lui sont conférés par le ministère de l'Éducation, mais ça veut dire que c'est possible. Et comme je le mentionnais aussi, il y a énormément d'équipes de professionnels qui sont déjà en place puis qui font du 1 à 1. Des fois, c'est du 1 pour 3, du 1 pour 2 aussi, si je pense aux orthopédagogues, mais n'empêche que ces interventions-là, bien que malheureusement insuffisantes dû au temps contrôlé et l'ampleur des besoins, va avoir le même impact. C'est simplement qu'il n'est peut-être pas aussi bien mesuré, ou du moins que cette donnée-là ne remonte pas de manière agrégée, je dirais. Félix, avec la pandémie, là, on sait qu'il y a plusieurs maisons qui étaient plus ou moins connectées à nos réseaux de façon générale, qui maintenant le sont ou ont vu plus l'importance. On a encore une portion que c'est difficile, mais prenons ceux pour qui ils ont accès. Toi, là, je le sais que tu connais la réponse, là, mais qu'est-ce qui fait la différence? Ça, là, on ne parle presque pas de l'école, on parle juste, le parent a pris un service pour l'élève. Mais qu'est-ce qui fait plus de différence là, avec les écoles qui est encore plus magique, je te dirais, en lien avec le tutorat qui est choisi? Qu'est-ce qui fait encore plus d'impact? Là, moi, je connais la réponse. Là, je peux t'amener sa réponse, là, mais non, avec nos équipes écoles, là, c'est quoi que toi, tu as vu une différence majeure? Là? Oui, on dirait que tu m'amènes un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que depuis la pandémie, justement, on parle d'accès grandissant à la technologie à l'extérieur, à la maison. Mais, tu sais, je ne répondrai pas tout de suite à ta question, mais il faut savoir aussi que cette technologie-là, si elle n'est pas disponible à domicile, elle peut être mise en place à l'école directement aussi. Donc, l'élève qui a ce besoin-là, c'est souvent, par exemple, d'avoir un prêt de matériel de la part de l'école. On le sait, on l'a vécu en pandémie. Donc, le matériel, il est disponible. Encore une fois, c'est de l'organisation, c'est de réfléchir, think outside the box un petit peu pour arriver à rendre cet ordinateur-là ou cet élève-là connecté. Je parle de ça parce qu'évidemment, le tutorat à distance permet vraiment d'avoir le meilleur intervenant pour chacun des élèves. Et puis, c'est là où on s'en allait un petit peu. Mais c'est sûr que le fait que les élèves soient confortables avec la technologie maintenant et qu'ils l'aient vécu, il y a de plus en plus de données de recherche qui se penchent sur justement l'apprentissage à distance, évidemment, là, parce qu'on l'a tous vécu mondialement. Mais cette relation de confiance-là dans le 1 à 1 est perdure, dans le fond, dans la relation de tutorat, malgré l'écran et la caméra qui nous séparent. Parce que, justement, il y a un accompagnement individualisé qui se fait. Fait que dans le concret, Félix, là, moi, je vais remettre mon chapeau de directrice d'école, que je sois au public ou au privé. Puis là, pour moi, ça, cet accès à la technologie-là, avec ce qu'on a vécu par la suite, c'est quelque chose que je pense qui est possible, qui est facile à mettre en place dans une école. Si je pense à nos écoles où il y a des laboratoires, on pourrait installer un élève à un des postes, dans le fond, avec des écouteurs, puis il pourrait avoir du tutorat si ce n'est pas accessible à la maison. En lien avec le Wi-Fi. Puis, tantôt, on va en parler au niveau des ressources là, que l'école peut déployer pour aider ça. Évidemment, nous, au niveau du collège à Montréal, on n'avait pas pensé de faire ça, mais finalement, en pleine pandémie, on a prêté nos classes, on a prêté du matériel où on avait assigné un élève avec un tuteur de telle heure à certains moments pour permettre cette aide-là à l'élève. Puis, je dois vous dire que c'est une différence ou peut-être pas, mais il y a moins de bonnes galos à Montréal. Puis là, on se ramassait avec des 2 parents puis 2, 3 enfants dans un 4,5, 5,5 qui travaillaient tous à distance. Fait qu'on a comme protégé nos élèves en leur offrant la possibilité de le faire au collège. Puis après, ils s'en allaient à la maison pour que ça ne soit pas trop cacophonique au niveau du travail de tout le monde. Là. Oui, puis tu fais bien le mentionner, tu vois, on est Succès scolaire, c'est aussi une école secondaire en ligne. Puis on a des ententes avec certains centres de services qui vont organiser carrément avec un surveillant qui est présent en classe, des élèves qui vont pouvoir suivre nos cours à distance, mais justement, comme tu le mentionnais, avec du matériel, une connexion de vitesse stable et tout ça. Donc,
il y a des solutions, même dans un milieu plus rural où, par exemple, la connectivité haute vitesse n'est pas disponible à tous les foyers. Comme je le dis, les ressources sont là. Il faut simplement réfléchir à comment on peut donner accès à ces élèves-là, à cet accompagnement individualisé-là. Bien, au moins, Félix, on peut dire que grâce à la pandémie, cette fois-ci, bien, au moins, on se donne la permission, nous, de demander au pire un service qu'on n'aurait pas pensé auparavant, puis on peut voir avec les différentes firmes si c'est possible ou pas, en lien avec les mesures d'heure. Okay. Exactement. Puis en fait, c'est là où on voulait vous amener. Je ne sais pas, Mélina, si tu es capable de partir le petit sondage. Oui, on a préparé un petit sondage juste pour voir. Lancer le sondage. Lancer le sondage. Donc, est-ce que avant la pandémie, vous étiez favorable ou non au tutorat ou à l'enseignement en ligne? Donc, on veut savoir un peu à qui on s'adresse, voir comment on peut le mieux répondre, dans le fond, à la réalité de ce qu'est l'enseignement à distance, le tutorat en ligne. Ah, OK. C'est super, ça. Merci pour vos réponses. Ben oui, vraiment. Ça rentre vite. Merci. C'est sûr que l'enseignement à distance, c'est démocratisé grandement. On a amélioré nos pratiques. Ça a été, je crois, un élément accélérateur de transformation sur nos méthodes. Hein. Puis, vous le savez, les enseignants ont adapté et adopté souvent plusieurs technologies pour les mettre en classe de manière pérenne, même au-delà de la pandémie. On pense à certaines écoles qui vont faire, par exemple, des journées neige d'enseignement à distance, etc. Donc, il y a un paquet de projets pilotes en cours, autant dans le milieu privé que public, avec le ministère. Et en termes de tutorat, souvent, je peux vous dire merci, je vais juste mettre fin au sondage. Oui. Donc, on est, voilà, à 76% des répondants qui étaient favorables au tutorat à l'enseignement en ligne avant la pandémie. Donc, bravo à vous d'avoir vu juste. Moi, je peux vous dire que c'est un virage qu'on a commencé à établir chez Succès scolaire là, depuis 2014 en tutorat individuel parce que justement, on avait trop de parents qui nous appelaient de l'extérieur des centres urbains et c'était très, très difficile pour nous d'avoir une personne qui puisse se déplacer au moment voulu par le parent pour répondre aux besoins de l'élève. Et jusqu'à avant la pandémie, voyons, on avait à peu près 20 à 30% des parents qui optaient pour le service en ligne, souvent par obligation. Et rapidement, ce que la pandémie nous a permis de constater, c'était que effectivement, avec le tutorat en ligne, on arrivait à trouver la meilleure personne pour chacun des élèves. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas justement coincé par la disponibilité, la plage horaire, la résidence, donc le lieu de résidence. Donc, c'est en bout de ligne quelque chose. Puis vous voyez, je vous avais montré les statistiques en première partie. Il y a eu un impact positif sur nos résultats d'accompagnement, c'est-à-dire des résultats plus rapides, un niveau de satisfaction plus élevé parce que justement, on prenait la peine d'avoir la bonne personne pour l'élève, selon son besoin à lui. Donc, évidemment, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait ça un peu plus tard, mais ça a été quelque chose, en fait, qui n'était pas nécessairement attendu. Donc, comme je vous mentionnais, ça permet aussi, en plus d'avoir le meilleur tuteur, d'avoir une plus grande flexibilité. Hein? Donc, on parlait du jeudi à 4 heures, cas classique, l'élève revient de la maison, prend son temps de collation, etc. Là, peut-être que c'est à 5h45 avant le souper, après le souper. Donc, c'est au moment où l'élève est disponible et non pas au moment où le tuteur est disponible. Donc, il y a un changement de paradigme très important qui, en bout de ligne, est au service de l'élève pour, dans le fond, l'aider dans son cheminement. Et en fait, ce que le début des recherches démontre, il y en a de plus en plus, comme je vous mentionnais, c'est que l'élève est encore plus engagé en ligne. Au départ, c'était une des plus grandes réticences des parents de dire, là, il n'y a pas le contact, mon jeune, quand il est en ligne, il joue, il n'est pas nécessairement derrière son écran, on ne s'en rend pas compte. Mais puisque là, je parle évidemment du contexte de tutorat 1 à 1, c'est très engageant, on ne peut pas se défiler, évidemment, on ne peut pas fermer sa webcam, il y a une interaction continuelle. Et le fait d'être justement immersé avec souvent un casque d'écoute va améliorer la concentration de l'élève dans sa relation avec le tuteur. Je pense que Félix aussi, pendant ce temps-là, on a pu voir, moi, mes enseignants, il y avait aussi des réticences à certains moments en lien avec les droits d'auteur, leur programme, qu'est-ce qu'ils font, il ne faut pas qu'ils devancent, vas-tu me suivre? En tout cas, avec ce qu'on vient de vivre, on s'est vu que la collaboration virtuelle pouvait se faire
facilement. Puis ça a beaucoup aidé au niveau du tutorat. On parlera comment on a pu, on a fait ça au niveau du collège puis dans d'autres écoles, mais je pense que ça a ouvert aussi l'esprit de nos enseignants qui, eux, avaient parfois des réticences, là. Absolument, absolument. Puis la communication est plus fluide aussi là, avec justement l'utilisation des technologies dans le partage des informations, des planifications, etc. Puis en fait, tu nous amènes là, Marie-Claude, la recette pour le service d'impact. Je pense que je commencerai en fait par démystifier un peu ce qu'est le tutorat. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est les questions classiques qu'on reçoit de la part des parents qui nous appellent pour une première fois, qui n'ont jamais fait appel à des services de tutorat. Ils vont nous demander si, par exemple, on peut venir 4 fois par semaine, de 4 heures à 6 heures. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider dans l'organisation de la vie familiale. Et souvent, on refuse de servir ces familles-là parce que ce n'est pas ça le besoin, ce n'est pas ça le tutorat. On parle évidemment, tu parlais, Marie-Claude, des droits d'auteur, mais il y a aussi souvent des craintes de la part des Québécois de dire oui, mais là, attends, l'élève va apprendre quelque chose d'une autre manière que ce qu'on a appris en classe. Et parfois, ça peut être vrai. Ça peut être aussi pour le bien de l'élève d'arriver à mieux maîtriser une notion en passant par un autre chemin, ce que l'enseignant n'a pas nécessairement la possibilité de faire quand on a 30, 32, 35 élèves dans la classe. Le classique, c'est le tutorat et la béquille de l'élève. Hein. Donc, on va développer des élèves paresseux qui ne sont pas nécessairement engagés. On va faire toutes les choses pour eux. Ils vont corriger leurs travaux. Donc, je veux juste vous rappeler que le tutorat, ce n'est pas ça du tout. Pour nous, en fait, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée qui part du besoin de l'élève. Donc, tout part par le questionnement du besoin de l'élève. Donc, on part avec des questions très importantes sur la personnalité de l'élève, sa situation au niveau académique, mais aussi au niveau en classe, donc ses relations sociales, comprendre son niveau de participation, etc. Et surtout, évidemment, définir quel est l'objectif de l'intervention. Donc, en réponse justement à la béquille qu'on pourrait créer en ayant recours à des services de tutorat, je dis toujours aux parents, non, au contraire, nous, on est plus une équipe tactique. On va rentrer, on va donner les outils à l'élève avec des objectifs clairs et atteignables pour qu'ensuite, il reprenne confiance en lui et qu'il soit capable justement de suivre en classe et d'avoir résorbé en fait sa difficulté. D'où l'importance du prochain point, hein, Félix, sur la collaboration de tous, parce qu'avec ce que tu viens de dire, l'objectif clair, des fois, le jeune n'est même pas capable de le nommer. C'est quoi son objectif? Puis est-ce que c'est possible? Être meilleur en maths, c'est souvent, mettons, quelque chose qui va dire réussir, passer, quelque chose. Mais si on travaille en collaboration avec ce qu'on dit là, bien évidemment, si l'enseignant accepte aussi de collaborer avec le tuteur, et dire précisément qu'est-ce qu'il y a à travailler puis où il est rendu, même un partage de planification. Je donne un exemple, bien, c'est très, très aidant pour l'élève. Puis évidemment, le tuteur peut suivre le groupe élève. Ça fait, là, tu es vraiment une équipe 9-1-1. Là. Exactement. Puis en fait, c'est là où, dans le fond, comme on l'appelle, on crée un cercle vertueux. Donc, l'objectif étant vraiment d'avoir une collaboration totale où l'élève va être au centre. J'ai mis succès scolaire, mais évidemment, non. Ça peut être n'importe quel tuteur, ça peut être n'importe quelle ressource, mais l'idée, c'est d'avoir cette collaboration-là, cet échange d'informations-là qui se fait à l'aide de tous les outils technologiques qui sont déjà en place. Là, donc, l'idée, c'est pas non plus de créer quelque chose de tout à fait... on ne réinvente pas la roue, essentiellement, on utilise tout ce qui est à notre disposition pour avoir une communication fluide et de comprendre en temps pratiquement réel l'impact de l'intervention du tuteur. Ce que ça veut dire, ça, c'est évidemment un rapport de séance aux parents et à l'école. En contrepartie, l'enseignant est appelé à communiquer les informations comme il le fait déjà avec le parent, mais d'inclure le tuteur dans la boucle pour réajuster les objectifs. Souvent, vous le voyez en classe, en tant qu'enseignant, vous allez arriver, vous allez dire « Ah, cet élève-là a des besoins. Je vais l'inviter en récup. » Et au bout de la récup, il quitte la classe. On dit « J'aurais aimé ça prendre 1 heure de plus avec lui. Je ne peux pas, j'ai un autre groupe ou j'ai un horaire qui m'empêche de le faire. » Ça devient à ce moment-là super facile et aidant de pouvoir dire « Oups, ça serait bien de revenir sur cette notion-là avec Mathieu parce qu'effectivement, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de l'explication. » Félix, je vais te couper. On arrive à bonne place. Mais on parle de collaboration. Aujourd'hui, au collège, c'est une journée où on rencontre les parents.
Il va y avoir un suivi, nous aussi, auprès des tuteurs, ceux qui sont, nous, on sait quel élève est suivi, puis il va y avoir aussi des demandes chez nous aux parents de dire, écoutez, on aurait peut-être besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour votre jeune, pour sa réussite. C'est ça pourquoi moi, j'ai travaillé dans les dernières années, puis là, la pandémie m'a aidée. Parce qu'ils ont vu l'impact, mes enseignants ont moins peur, je dirais pas, ils ne l'ont plus, mais ils ont moins peur de partager leur planification parce qu'ils ont vu qu'en partageant puis en travaillant en collaboration, pas juste avec les parents, mais avec tout autre service, il n'y a pas juste le tutorat, là, ça pourrait être n'importe qui, n'importe quel professionnel extérieur. L'impact que ça a eu, puis comment on a pu, les résultats étaient majeurs à ce niveau-là. Puis ça peut. Puis là, on parle de vrai tutorat, là, Félix, là, puis pas juste avec. Moi, pour le bien de nos gens qui sont avec nous, c'est pas juste succès scolaire au Collège Ville-Marie. Donc, on a toutes sortes d'offres de services, dont succès scolaire, fait que je tiens à vous le dire. Mais tous les services de tutorat permettent vraiment de cibler puis de faire des interventions qui sont chirurgicales auprès de nos élèves quand il y a une collaboration. Ça s'organise, c'est beaucoup de temps. On n'a pas de main-d'œuvre ou à peu près pas. On a donné du temps dans la tâche de nos enseignants pour qu'il y ait un suivi au niveau des professionnels, pas juste du tutorat. Fait qu'on est allé loin, là. Là, je vais mettre un autre chapeau de vie. Je ne suis pas juste une directrice d'école, puis évidemment, j'ai été parent, mais c'est la didactique qui est différente, les stratégies d'apprentissage avec un tuteur qui est différent, c'est la compréhension, l'approfondissement, la relation un pour un qui amène ailleurs, puis l'impact sur la compréhension, la motivation, l'effort de l'élève. Parfois, au début, il veut juste faire plaisir. Après ça, bien, il se fait plaisir. Puis après ça, bien, à travers tout ça, il y a des apprentissages. Fait que je dirais que la pierre angulaire de tout ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est la collaboration entre la maison, le professionnel, puis l'enseignant de la matière en difficulté, tant qu'on soit au primaire ou au secondaire, puis le partage des connaissances des professionnels entre eux. Et ce n'est pas facile. Non. Puis en fait, je suis content que tu le dises de cette façon-là parce que souvent, les différents acteurs impliqués veulent cette collaboration-là. Mais cette collaboration-là, on parle d'élèves mineurs, de confidentialité des renseignements, elle part par le parent. Et le parent, souvent, ne sait même pas qu'il peut donner cet accord-là. Donc, je vous dirais à tous ceux et celles qui travaillent de près ou de loin avec des familles qui ont accès à ces services-là ou qui veulent aller chercher ces services-là, de poser la question, de leur proposer ce partage d'informations-là pour que justement, bien, la roue commence à tourner et que ce partage d'informations-là bien, donne des fruits, porte fruits en fait. Puis tu l'as mentionné au niveau de la didactique, c'est sûr qu'effectivement, d'avoir cette possibilité-là d'essayer différents trucs et de réajuster rapidement, c'est là où on parle d'un service d'impact. Bien, puis parfois, c'est juste un rappel d'une notion, puis là, expliquer un pour un, puis avec le lien qui est déjà établi, qui fait une grosse différence. Peut-être que l'élève aussi est moins gêné, puis va poser plus de questions, ne se sentira pas jugé par le groupe ou ne veut pas, vous savez, là, qu'on soit au primaire ou au secondaire, c'est important. Lever la main pour poser une question, ce n'est pas tout le monde. Donc là, ça permet aussi cette accessibilité-là au tuteur. L'autre élément, bien là, je pourrais aller même au niveau des approches, des méthodes de chacun qui sont différentes. Ça aussi, des fois, ça répond à... ça va stimuler différemment nos élèves. C'est des apprenants qui apprennent de toutes sortes de façons, dans toutes sortes de contextes. Donc, c'est aidant. C'est vraiment un facteur positif aussi au niveau des stratégies cognitives, la régulation des émotions parce qu'il est en confiance. Puis là, je pourrais aller aux stratégies métacognitives, puis bon, mais je ne veux pas aller là, mais l'acquisition des notions au bout de la ligne est facilitée par tout ce qu'on vient de se dire. Tu fais un bon tour tu fais un bon tour de roue, Marie-Claude. Je te remercie. Je pense qu'on a déjà couvert cet aspect-là. Et je pense que, comme on le mentionnait, puisque, en fait, il y a toute cette discussion-là qui est hyper importante dans la mise en place du service.
parce que ça commence tout ça avec une discussion. Tu l'as mentionné, tu as des rencontres parents-enseignants qui se déroulent actuellement. Le parent, souvent, ne pourra pas formuler ce besoin-là. Donc, ça peut être l'enseignant à ce moment-là qui l'initie. Ou au contraire, le parent arrive avec un besoin clair. Il ne faut pas que ce soit vu comme une menace non plus, mais simplement pour, dans le fond, renforcer justement le sentiment de confiance et de prise en charge. Hein, parce qu'on le mentionnait, souvent, le parent qui arrive avec un élève qui a une détresse ou un besoin ou une difficulté d'apprentissage, peu importe sa situation, lui aussi, il est en détresse. Lui aussi, il se sent un petit peu sans outils. Donc, c'est dans la discussion, en fait, qu'on arrive à établir vraiment quel est le besoin et vers quelles ressources tourner le parent et l'élève, évidemment, en bout de ligne. Un sentiment de sécurité qu'on développe autant chez le parent que chez l'élève aussi. Tu parles Absolument. de prise en charge, là, mais pour l'enseignant aussi, c'est facilitant avec cette collaboration-là, la confiance qui s'établit. Je te demanderais peut-être, Marie-Claude, avant qu'on passe dans le fond à ce contexte actuel, as-tu des situations d'enseignants qui auraient émis, par exemple, des réticences à collaborer, des choses qu'on n'aurait pas couvertes? Peut-être une réponse que je pourrais donner. Puis je pense que plusieurs enseignants, peut-être moins maintenant, il faudrait voir, c'est peut-être différent d'une région à l'autre, mais le service de tutorat a beaucoup changé dans les dernières années. C'est plus la petite madame qui était bonne en maths qui va aider le jeune sur le coin de sa table de cuisine. Il y en a probablement encore aussi, mais comment je pourrais vous dire ça? Je pense que avec les services maintenant qu'on a, puis avec tout ce qu'on a vécu des dernières années, le tutorat est maintenant pour nous un professionnel à part entière, mais ça a changé, mais il faut encore que ça change. On n'est pas rendu, puis là, mes jeunes profs ont beaucoup plus d'ouverture en lien avec le tutorat, tandis que mes enseignants avec plus d'expérience ont encore plus de réticence, mais quand ils voient que ça fait un changement avec la collaboration, puis ça a un impact positif chez les jeunes, bien là, ils embarquent sans problème, mais il y a encore de la réticence. Il faut expliquer c'est quoi le service. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça ajoute pas du travail, au contraire, ça en enlève souvent. Bien, puis là, Félix, je te dirais qu'au début, oui, ça ajoute un peu de travail parce qu'il faut prendre le temps de parler avec le tuteur. Mais par la suite, effectivement, peut-être que ça n'enlève pas, mais au moins, au niveau des aides pédagogiques, des récupérations, l'enseignant, il sait que tel élève, bien, il va, au lieu de le convoquer en récupération, il va peut-être offrir le service à d'autres jeunes, puis dire OK, ben Félix, lui, je vais écrire je prends 2 minutes, puis j'écris à son tuteur. C'est le genre de service, puis de façon de cibler, comment nos enseignants vont cibler le besoin. Tu fais bien de le mentionner. J'apprécie la nuance. Très intéressant. On arrive dans la dernière partie. Je t'interromps, Félix, juste avant qu'on passe au point 3, là, si jamais il y a des gens qui doivent quitter avant la fin, ça va être disponible, l'enregistrement en rediffusion. Je vais vous mettre des liens dans le chat. Là, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la Gazette EdTech pour recevoir le lien de rediffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mets ça tout de suite. Puis, gênez-vous pas encore là, si vous avez des questions là, pour lever la main ou les écrire dans le chat. Je pense qu'on en a une question de Jean-Guillaume qui écrit « Au-delà de la collaboration entre les tuteurs et l'équipe école, voyez-vous comment les autres membres de l'association EdTech qui fournissent des ressources numériques peuvent contribuer à soutenir le tutorat? » Bonne question, Jean-Guillaume, merci. Jean-Guillaume, écoute, pour savoir de quelle entreprise tu es issu, je te dirais que certainement, tu fais partie des outils qui sont utilisés, du moins par mes tuteurs. Je te dirais que le rôle du tuteur, c'est vraiment de s'adapter aux outils utilisés par l'élève. Donc, pour répondre concrètement à ta question, je pense que là où il y a un gain potentiel à faire, c'est que ces entreprises-là qui offrent des technologies éducatives aux écoles, aux élèves, prennent le temps de rendre des petites formations, des capsules d'utilisation disponibles. Souvent, c'est des ateliers. Je sais que Druide est très présent dans les écoles, va former les enseignants lorsqu'il y a des nouveautés. Et nous, dans le fond, on est
souvent pris à distiller cette info-là, à créer notre propre capsule pour la rendre au tuteur, pour que lui ou elle puisse l'utiliser avec ses élèves, parce que l'élève a appris à utiliser l'outil avec son enseignant. Donc, il y a plusieurs capsules qui sont disponibles sur YouTube et tout ça, puis je ne faisais pas référence nécessairement à ton produit, mais je te dirais que c'est là où il y aurait le plus à gagner, parce que nous, c'est un travail qu'on fait justement de canaliser l'ensemble des outils qui sont utilisés dans le réseau scolaire, de comprendre quand on parle avec un parent d'une nouvelle école où on n'est jamais intervenu, de comprendre quelle suite d'outils est utilisée pour ensuite être capable de donner l'information à notre tuteur qui, à son tour, pour accompagner l'élève avec ce qui est déjà fait en classe, plutôt qu'encore une fois, réinventer la roue, changer d'outil, etc. Félix, j'ajouterais que, puis là, je vais parler au nom de l'élève et ou du parent, mais surtout de l'élève, c'est qu'il faut que ça soit facilement accessible pour lui, parce que déjà, c'est rare qu'un élève va y aller, il ne va pas de reculons en tutorat, là. Malgré le fait qu'il va recevoir de l'aide et tout le tralala, il faut vraiment que ça soit facile, accessible. Il ne faut pas que ça ajoute une charge à l'élève. Fait que peu importe quelle plateforme on utilise, il faut que ça soit facile pour l'élève. Je pense que là, c'est le tuteur qui a à s'adapter, non pas l'élève. En tout cas, le moins possible. Exactement, bien, ça, 100%. C'est pour ça que je te dis que rendu là, il faut donner l'information au tuteur pour qu'il puisse arriver préparé. On vous m'excuserez, hein? Je n'avais pas prévu le soleil à cette heure-ci, ça change continuellement. Si je continue, en fait, qu'est-ce qu'on a? Bien, vous le savez, là, si vous travaillez dans le domaine, il y a déjà, évidemment, un programme de tutorat qui a été déployé par le ministère de l'Éducation depuis la pandémie. Avec la plateforme Répondez présent, il est toujours possible encore à ce jour de proposer sa candidature comme tuteur pour un centre de service ou pour un établissement scolaire précis. On parle quand même de 11 millions sur 3 ans qui est investi. Est-ce que c'est assez? Bien, je pense que c'est un très bon geste dans ce sens-là. Il y a énormément d'organisation, on en parlait tout à l'heure, c'est la clé de connaître la ressource, de savoir l'organiser dans son milieu. Ça demeure un enjeu, évidemment. On a la chance au Québec d'avoir Alloprof, qui est un organisme très efficace, qui a des solutions novatrices, qui fait des millions d'interventions par année. Donc, franchement, il ne faut pas négliger cette ressource-là. Et souvent, même, cette ressource-là va être utilisée autant par les enseignants que par nos tuteurs. Donc, c'est très, très bien que, justement, il y ait, je dirais, un très grand éventail de services et de types d'interventions distincts qui, dans le fond, qui se renouvellent continuellement parce que ça permet vraiment, encore une fois, d'adapter à la réalité de chacun des élèves. Finalement, ben oui, malgré tout ça, puis évidemment, là, ressources actuelles, je ne fais pas le portrait de l'ensemble des intervenants du support qui existe déjà dans les établissements. Il y a plusieurs écoles qui ont mis en place eux-mêmes des différents programmes, du rattrapage particulier, des cours du samedi, là, il y en a énormément. Il ne faut pas le négliger. Mais le tutorat est là, il existe partout dans toutes les sociétés et il est là pour rester. Parce que je pense qu'encore une fois, cette relation-là individuelle, ce désir souvent du parent de donner le meilleur à son jeune, il est légitime et il est naturel, je dirais. Il existe au Québec comme mesure d'encouragement un seul crédit d'impôt qui s'appelle, en fait, qui n'est même pas destiné au tutorat ou à l'aide scolaire. C'est pour les activités parascolaires et sportives. On parle d'un petit crédit d'impôt. Je vous montre le montant que vous pouvez regagner en crédit d'impôt, mais il faut avoir dépensé pour près de 1 000 $. Il faut avoir respecté un nombre de critères assez infini et surtout, il faut partager la tarte avec l'ensemble des activités parascolaires et sportives. Donc, on le sait, je pense que tous nos jeunes sont déjà inscrits quelque part au karaté, à la piscine, au cours d'art et j'en passe. Donc, ça limite de manière assez importante, dans le fond, la facilité d'accès au service de tutorat qui est payant pour le parent. Et comme Marie-Claude l'a mentionné, le service de tutorat est un service d'impact. C'est un service qui se paye, malheureusement, et c'est ce qui fait en sorte que ce ne sont pas tous les parents qui sont en mesure de s'engager dans cette voie. Il y a beaucoup de parents qui viennent chez nous qui font des sacrifices pour le bien de leur enfant, qui font des choix au niveau budgétaire familial. Et c'est toujours, tout ce que je vous ai servi comme argumentaire, c'est toujours ce que je leur dis, c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une entente à long terme, vous ne serez jamais pris là-dedans. On veut avoir un service d'impact efficace
Mais c'est sûr et certain que ces services-là, ben, plus ils sont efficaces, malheureusement, plus ils sont dispendieux. Encore une fois, je vous dirais que je trouve que pour la qualité des services qui sont offerts, et pas juste par Succès scolaire, par l'ensemble des entreprises de tutorat que je connais, les parents en ont pour leur argent. C'est souvent une intervention ponctuelle de quelques semaines, quelques mois, et qui va avoir un impact sur l'ensemble des années futures de scolarité de l'élève. Ça, c'est évidemment les situations actuelles. Là, ce que je voulais faire en terminant aujourd'hui, on a été quelques entreprises justement de tutorat co-signer une lettre d'opinion qui n'est malheureusement pas parue dans les médias, mais en réaction justement au programme de tutorat qui a été annoncé par le ministère. Il existe énormément de ressources et de modèles d'accès à ces services-là, ou de collaboration, je dirais, à ces services-là ailleurs dans le monde. Et j'ai voulu en fait vous dresser un portrait pour ouvrir la porte, ouvrir la réflexion, vous permettre de repartir à la maison aujourd'hui en disant ah, ça serait intéressant, ça. J'aimerais ça voir comment ça peut percoler. Si on parle en fait du modèle français, il y a plusieurs années, je dirais même presque 15 ans, que les Français ont droit à un remboursement de 50% des dépenses liées au tutorat jusqu'à 15 000, il manque un zéro, jusqu'à 15 000 € par année. Ce qui veut dire qu'une famille pourrait recevoir jusqu'à 7 500 € par année en crédit d'impôt pour des services d'aide à la personne. Donc, évidemment, là-dedans, on va retrouver les aides à domicile, le tutorat, tous les services, dans le fond, que, je dirais, parapublics, que le peuple français, auquel le peuple français peut vouloir avoir recours. Ils ont même, là, depuis l'année dernière, parce qu'on comprend qu'une dépense de 15 000 $, c'est quand même 15 000 €, c'est énorme sur un budget familial. Le gouvernement a mis en place un programme de remboursement anticipé, ce qui veut dire que c'est plus un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt va être appliqué en fin d'année, effectivement, mais au jour 1, le parent ne paie que 50% de la facture, ce qui est énorme comme changement, parce qu'on se retrouve dans une situation où la famille qui devait payer, disons, 25 $ de l'heure, ben, va pouvoir payer un service à 12,5 $ de l'heure et avoir recours au service dès aujourd'hui. Ça vient avec quoi, ça? Ben, ça vient avec un système d'accréditation qui a été mis en place. Évidemment, on s'entend que ça peut être sauvage de dire, ben oui, voici, on donne tant d'argent et tout ça, sans que ce soit nécessairement encadré. Donc, ils ont mis en place un service d'accréditation où les entreprises de services à la personne vont devoir déposer leur candidature pour avoir, dans le fond, le droit, en quelque sorte, de facturer que 50% de la valeur du service et être payé par l'État pour l'autre 50% de la facture. Donc, ça, je trouve que c'est un programme qui est assez intéressant, pratiquement à coup nul pour l'État, et qui démontre, encore une fois, le sérieux des organisations qui s'impliquent auprès des familles et des élèves. Je vais aller toujours en Europe, le modèle britannique. Ils ont annoncé un programme de 349 millions de pounds pour cette année, un peu dans la même veine que le système français. Dans le fond, c'est déployé dans le réseau scolaire. Encore une fois, plusieurs partenariats entre les entreprises et les écoles. Et ça, ce qui est important de mentionner, c'est que on retrouve, dans le fond, dans ces deux sociétés-là, une reconnaissance des limites du système scolaire public, hein, parce que ce sont des États où le système public est à peu près en même proportion qu'au Québec, entre le public et le privé. Et quand je dis les limites du programme, c'est autant privé que public. Là, je ne voulais pas faire de distinction, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont la même composition d'écoles privées publiques. Et ce qu'ils ont reconnu, c'est la limite des ressources des écoles et surtout de la portée des écoles. Donc, en acceptant que la tarte des services ne soit pas complète sans les entreprises de tutorat, ils ont ouvert la porte de manière structurée et encadrante, justement pour contrôler la qualité des services rendus. Et ce qui est intéressant là-dedans, et ça fait partie, dans le fond, des souhaits que j'ai secrètement, c'est le 40% qui est assumé par l'école. Donc, ici, on a un engagement de la part de l'État à dire, c'est beau, on vous fait confiance en tant que direction d'école pour trouver les bonnes ressources, organiser le service de tutorat avec une entreprise reconnue ou même avec les ressources que vous avez à l'interne. Mais vous allez quand même devoir porter 40% du financement et trouver d'autres sources de financement. Donc, à ce moment-là, ça peut être de solliciter des parents, ça peut être de facturer une partie du service aux parents ou ça peut être de faire des campagnes de levée de fonds, évidemment.
Donc, il y a plusieurs modèles, mais encore une fois, on voit la volonté d'offrir le service un à un, qui est, évidemment, là, je prêche pour ma paroisse, à mon sens, imbattable en termes de relations et d'efficacité. Félix, je vais t'arrêter un petit peu parce que je vois l'heure avancer, puis je pense que les gens vont quitter. Puis peut-être qu'on aurait des questions on pourrait permettre des questions si tu veux bien. Puis si tu veux, on poursuit avec ceux qui seraient intéressés de poursuivre un 10 minutes. Oui, absolument, je me sens emballé. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais c'était mon dernier modèle, donc on pourra terminer ou à la rigueur, vous pourrez le voir dans l'enregistrement, on restera en ligne pour finir. Mais oui, tout à fait. Ce sera disponible en rediffusion, là, donc si vous devez quitter, il n'y a pas de problème, là, vous devriez recevoir le lien là, via la Gazette EdTech. Mais gênez-vous pas si vous avez des questions pour nos experts. S'il n'y a pas de questions, Mélina, moi, je propose aux gens, si jamais vous voulez jaser avec moi pour une organisation de service avec des idées qui sortent de la boîte, vous pouvez m'écrire par LinkedIn. Je pense que déjà, je vois des invitations qui rentrent de noms qui sont ici. Ça va me faire plaisir de jaser pour essayer de comprendre la situation qui se vit à votre école, à votre commission scolaire, puis peut-être me permettre d'ouvrir des voies possibles. Mais merci, quelle belle offre. Oui, franchement. Donc, est-ce qu'on avait des questions, Mélina, ou non? Je ne pense pas. J'en vois pas dans le chat, je ne vois pas de me lever. Donc, il reste des gens avec nous. Si vous voulez continuer, c'est Bien sûr. très Le intéressant. dernier modèle, en fait, c'est le modèle ontarien qui, encore une fois, depuis la pandémie, puis les 3 modèles que je vous ai mentionnés là, se sont actualisés, je dirais, depuis la pandémie. Donc, peut-être un signe, une tendance comme quoi, effectivement, les besoins sont criants, sont là, et qu'il y a des limites avec tout le contexte qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, en Ontario, bien évidemment, un peu comme au Québec, il y a un programme de tutorat qui est déployé dans le réseau scolaire financé par l'État. Ils ont un peu à la sauce Alloprof leur service d'aide, dans le fond, avec des organismes qui sont des OBNL. Donc, on a Matify, je ne suis pas certain de la structure légale de l'entreprise, là, mais je sais qu'Eureka se l'est. Donc, c'est TFO qui pousse, dans le fond, le service d'Eureka disponible pour le système scolaire franco-ontarien. Donc, ce sont des services d'aide qui sont disponibles pour les élèves. Et on a à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant, une nouvelle norme qui a été mise en place pour pas un crédit d'impôt, mais un remboursement. Imaginez-vous donc qui est fait par virement Interac. Donc, le gouvernement vous envoie un virement Interac jusqu'à 250 $ sur présentation de facture, plateforme en ligne, vous soumettez vos factures de tutorat, le gouvernement vous rembourse. C'est sorti, je pense, la semaine dernière. Je trouve que c'est une très belle initiative du gouvernement ontarien qui, malgré le programme qu'il déploie dans les écoles et qu'il finance déjà, bien, comprend que des parents en veulent plus, ont besoin de plus et ils mettent l'argent sur la table pour ce faire. Donc, je trouve ça très, très enrichissant. Comme parent, là, si je reçois un virement comme ça, je suis sûre que c'est un attrape. Oui, mais tu as quand même soumis tes factures avant. Donc, oui, c'est toi qui as initié la demande. Ah ouais. Oui, donc c'est sur vous avez le lien là, dans le fond en référence, mais c'est sur le site du gouvernement. Vous faites une demande de remboursement, vous recevez l'argent. Donc, c'est de montrer dans le fond à quel point ces services-là sont là pour rester, sont nécessaires dans le système. Puis, je termine avec mes vœux pieux. Je pense que ce qui est important de respecter dans tout ça, c'est évidemment l'autonomie parentale, de comprendre que chaque famille est différente, que chaque besoin d'élève, situation d'élève est différente et qu'il doit y avoir une liberté de choix et que puisqu'il y a énormément de situations différentes, les choix sont multiples. La liberté décisionnelle des écoles, hein, Marie-Claude? Pardon? Même chose pour les écoles. C'est ça. Je pense dans une même commission scolaire, une école est complètement différente d'une autre selon le secteur où ils sont. Même chose pour nos collèges privés. Exactement. Je pense que c'est super important de pouvoir respecter ça et de laisser la latitude nécessaire aux établissements et au personnel de direction en place pour prendre des décisions éclairées avec leur équipe. Puis je terminerai sur cette phrase. Je pense que l'importance de reconnaître le privé dans ça, malheureusement, je le dis en toute transparence, oui, on est une entreprise privée, mais je pense qu'en choisissant la cause du tutorat, c'est un domaine où on veut aider et la collaboration, dans le fond, la reconnaissance de l'État sur la qualité des services ferait en sorte, justement, qu'on aurait un plus grand impact auprès d'un plus grand nombre de jeunes et qui sait, dans le fond, des services beaucoup plus abordables pour le parent en bout de ligne. Donc, ce sont nos souhaits.
Je vous remercie vraiment pour votre présence aujourd'hui. Je te remercie, Marie-Claude. Je remercie EdTech aussi de nous avoir permis de prendre cette tribune. Et je vous souhaite un très bel après-midi à tous. Oui, merci à vous énormément. Ce fut très, très intéressant. Vous êtes dynamique. C'était vraiment le fun de jaser avec vous. Puis, bon, s'il y a encore des gens qui sont là, qui ont des questions, là, gênez-vous pas. Mais vraiment, là, merci d'avoir été là. Puis, je tiens à dire que, comme tu l'as mentionné, Félix, les entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'éducation, qui sont en EdTech, comme vous qui êtes membre, on parlait de Jean-Guillaume tantôt chez Druide, qui sont membres aussi de l'association EdTech. C'est des gens qui font ça par passion. Donc, oui, c'est des entreprises privées, mais c'est des passionnés d'éducation. Rares sont ceux qui sont là pour les sous, donc disons-le. Puis, en tout cas, c'est vraiment bien ce que vous faites. On voit que vous êtes passionnés et que vous voulez faire avancer, changer les choses. Donc, merci à tous d'avoir été là. Gênez-vous pas là, pour contacter nos experts invités si vous avez d'autres questions ou pour rejoindre l'association EdTech si vous voulez en savoir plus. Voilà. Merci beaucoup.